Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi passer le Dogecoin qui est vraiment pumpé là, dans les derniers jours. On peut voir, là, il est à 12% dans les 7 derniers jours. Mais je pense que cette nuit, il a pumpé de 5%. Donc ça, c'est assez intéressant à aller analyser. On a aussi, rapidement, on a le Bitcoin qui est encore dans son range. On peut voir qu'on a une belle petite hausse. Après ça, on a descendu un peu. Donc on est vraiment encore dans un petit range, à voir si on casse à la baisse ou à la hausse, ça va être vraiment assez significatif parce que si on le casse à la hausse, ben, ça veut dire qu'on va sûrement aller aux 40 000 $, mais si on le casse à la baisse, on va peut-être avoir une inversion de structure, donc ça serait vraiment pas un bon signe. Donc juste avant de passer sur l'analyse des cryptos, on peut passer le DXY qui est vraiment très intéressant parce que, en gros c'est que quand le DXY monte, ben, les cryptos d'habitude ils font pas de très belles performances, mais quand le DXY descend, ben là c'est là que dans le fond c'est que les gens vendent, ben, ils échangent du dollar contre des actifs qui sont plus risqués comme par exemple le SP500. On peut le voir juste ici que quand le DXY a commencé à descendre, le SP500 est vraiment monté, donc ça veut simplement dire que comme je vous disais, les gens ils transfèrent leurs actifs, ben, dans le fond leur argent en SP500, en Nasdaq, même en Bitcoin. Donc c'est aussi ça qu'on a eu sur le Bitcoin, on a eu une belle hausse. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir, c'est vraiment le DXY qui descend. On peut voir qu'on vient de casser les 0,382 de Fibo, donc ça, c'est un très bon signe. Logiquement, on devrait aller dans la zone de rechargement de longue entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo. Ce serait vraiment ma target principale pour le moment. Donc, j'aimerais bien voir un petit dump sur le DXY, ça permettrait en même temps aux actifs Riscon, donc Bitcoin, Ethereum, Nasdaq, SP500, de vraiment pump. Même sur les altcoins aussi, on va sûrement avoir des beaux pumps. Même si on a déjà eu une belle performance dans les derniers jours. Donc, justement, si on regarde le Bitcoin en 4 heures, on peut voir qu'on a eu quelque chose de très intéressant dans les dernières heures. En gros, qu'est-ce qu'on a eu, c'est que ici, avec le petit pump qu'on a fait juste là, donc dans le fond, la journée du 15 novembre, qu'est-ce que c'est venu faire, c'est que dans le fond, on a fait une clôture. Si on regarde juste les lignes, on est venu faire une clôture ici, donc en gros ici, qui est plus haute que la clôture là. Donc ça veut dire qu'on a une continuation de tendance. Comme qu'on peut voir ici, on a tout le temps des hauts qui sont plus hauts que les précédents. Donc notre objectif, c'est simplement de long les bottoms. On peut voir juste là. Donc le but, c'est simplement de long le bottom pour ensuite aller targeter un niveau plus haut. Donc logiquement, ici, on serait sur une zone de long qui est très intéressante. Puis on a beaucoup de confluences qui pourraient nous dire qu'on pourrait essayer de long ce niveau-là pour ensuite aller targeter un niveau plus haut. Donc sûrement ma target, ce serait les 38 500 $, puis on pourrait même aller viser les 40 000 $. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a, c'est que si je remets les bougies, en gros, c'est qu'on a une continuation de tendance, fait qu'on peut le marquer juste ici. Mais aussi, qu'est-ce qu'il va falloir faire attention, c'est qu'en gros, même si on a une continuation de tendance, dans le fond, pour être sûr et certain qu'on a une continuation de tendance, il faut venir faire un niveau plus haut. Et là, c'est pas encore ça qu'on a fait. Donc aussi, on a un autre scénario qui pourrait être, qui est aussi probable, c'est qu'on a énormément de liquidités à venir chercher en dessous des 34 000 $. Mais comme je vous dis, c'est un scénario qui est un petit peu moins probable que le scénario bullish parce que on est aussi depuis, dans le fond, ça fait depuis début octobre, c'est quand on a commencé à pump. C'est depuis même le début septembre, on a vraiment commencé à pump sur le Bitcoin et on n'est pas venu chercher toutes les liquidités. On en avait beaucoup ici, là, en dessous des 26 000 $, je vous l'avais quand même pas mal dit. Finalement, on n'est même pas venu les chercher pour notre direct pump. Donc pourquoi pas faire la même chose, de venir chercher, de pas venir chercher les liquidités en dessous des 34 000 $ puis directement partir à la hausse. On peut le voir là, on a pas mal de liquidités, on a sûrement plus qu'un milliard à venir chercher sur ce niveau-là. Mais comme je vous dis, on avait la même chose aux 26 000 $ puis on n'est pas venu les chercher. Donc, le scénario qui serait plus bearish, ce serait qu'on ait un changement de structure en venant casser dans le fond, de faire un cost, puis après ça de faire un boss. Donc de venir faire un break of structure ici. Donc là, ça voudrait dire qu'on est plutôt bearish, puis qu'on va essayer de regarder pour des shorts. Donc par exemple, si on aurait un scénario que là, c'est juste un dead cat bounce, puis qu'on revient sur ce niveau-là, ben là, ça serait sûrement bearish, puis on va essayer de trouver des shorts pour après ça aller targeter sûrement les 33 200 $. Mais ça, c'est pas le scénario que je privilégie personnellement. Pour moi, c'est plutôt d'essayer de... Là, je sais pas s'il y a une news ou quoi que ce soit pour qu'on pump autant que ça en 1 heure. Mais bon, ça, c'est pas tant important. C'est plus de voir que pour l'instant, on est toujours aussi avec la continuation de tendance qu'on a validée ici. C'est sûr que là, on aimerait bien faire un niveau plus haut pour être sûr et certain qu'on continue notre tendance haussière. Mais là, pour l'instant, on peut pas le savoir. Le but à nous, ça va être simplement d'essayer de long. En gros, c'est qu'on a ce niveau-là, dans le fond, où qu'on est en ce moment, je pense que c'est un beau niveau pour long parce qu'en gros, si on prend les Fibo, puis que je mets les Fibo juste ici, en gros, on est venu chercher la zone de rechargement de long avec la mèche qu'on a faite hier. Donc ça, c'est un très bon signe. Puis même si on passe en 4 heures, on peut voir qu'on est venu chercher dans le fond la liquidité en dessous de la mèche qu'on avait faite quand on était venu taper une première fois les 38 000 $.
Donc en gros, on avait fait une grosse mèche avec un gros dump. Parce que comme je vous disais, il y avait pas mal de supply sur ce niveau-là. Donc c'est normal qu'on se fasse rejeter pour la première fois qu'on arrive dessus. Donc là, on peut voir qu'on est venu chercher toutes les liquidités ici. Puis en plus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que même avec les lignes, on peut bien le voir. En gros, si on prend le plus haut ici, on peut voir qu'on est juste venu faire une petite déviation en dessous de ce niveau-là pour ensuite repartir à la hausse et venir faire un niveau plus haut. Donc ça, c'est aussi un très très bon signe. Parce que pour moi, en ce moment, on a vraiment un range qui se dessine dans le fond entre les 35 500$ et les 38 400$. Donc techniquement, si on est dans le bas du range, on essaie de long pour venir chercher le haut du range. Si on est dans le haut du range, on essaie de short pour essayer d'aller chercher le bas du range. Donc, c'est pour ça que là, c'est un très bon signe parce qu'on est venu faire une petite déviation en dessous du bas du range. On a vraiment une très belle impulsion haussière. Donc, logiquement, ici, on pourrait tenter un long pour aller chercher les 38 500$. Donc là, je ne suis pas encore rentré en long, mais en gros, personnellement, j'aimerais bien, si par exemple, on met un outil de long, j'aimerais bien avoir mon stop loss en dessous de ce plus bas-là. Puis peut-être avoir une entrée qui est quelque part ici, je ne sais pas exactement où. Mais là, l'affaire, c'est que ça nous fait juste un 1.72R. Donc, c'est pas très bon. Mais peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est que si jamais on a un breakout ici, on pourrait, par exemple, long plus haut ici, mais avoir notre stop loss, dans le fond, en dessous de cette mèche-là. Donc ça pourrait être une autre possibilité. Ça nous ferait un R de 2.5. Donc, ce serait un petit peu mieux. Mais il y a aussi l'Ethereum que je vais vous passer juste après, qui est vraiment intéressant aussi à long. On est venu chercher un niveau de liquidité qui est vraiment très intéressant. Mais pour les bitcoins, en gros, ce serait ça. Ce serait de long sur ce niveau-là. Mais là, en ce moment, j'ai pas vraiment de confirmation. Si on regarde avec les lignes, on peut voir qu'on fait un beau W. Donc pour le moment, tout est beau pour essayer de le long. En plus qu'on est venu chercher la zone de rechargement de long. Donc ouais, logiquement, on devrait revenir sur les 38 500$. Justement, si on passe l'Ethereum, on peut voir que comparé au Bitcoin, il a vraiment sous-performé le Bitcoin. On peut voir avec Ethereum Bitcoin. En gros, là, on a eu un gros pump ici, donc dans le fond, pendant 12 heures de temps. Ouais, c'est ça, 12 heures de temps, on peut le voir avec la bougie de 12 heures. On a fait vraiment un gros pump. Mais ensuite de ça, on a vraiment ravalé toute notre baisse. Donc ça, c'est pas un très bon signe. Ça veut dire que l'Ethereum n'est pas encore très très puissant par rapport au Bitcoin. C'est ça, si on prend un Fibo, peut-être qu'on est dans la zone de rechargement de long. Donc peut-être que si on prend un Fibo, ouais, on est dans la zone de rechargement de long, mais sincèrement, à comment qu'on est bearish en ce moment, j'essaierai pas vraiment de miser sur un retour sur ce niveau-là. Parce que en gros, moi, qu'est-ce que je voulais, c'est que vu qu'on a cassé dans le fond les 0,055, dans le fond ce niveau-là, je voulais qu'on ait un rebond ici pour ensuite aller targeter la zone de supply weekly juste là. Donc dans le fond en weekly, on peut voir qu'on a une belle zone de supply weekly. Donc j'aurais aimé ça qu'on vienne chercher ce niveau-là pour ensuite dump. Mais là pour le moment, on peut voir que c'est pas le cas puis qu'on fait juste baisser. Donc sur l'Ethereum, on est un petit peu moins puissant que le Bitcoin. Mais je pense qu'on a quand même un setup de long qui est assez intéressant. Parce que si on passe en 4 heures, en gros, on est venu chercher les liquidités en dessous de la zone de demande qu'on avait ici. Puis pour le moment, on a vraiment une très belle réaction du prix. C'est sûr que là, on peut voir qu'on s'est fait travailler un petit peu juste là. Mais je pense qu'on pourrait toujours, si dans le fond, si on vient faire un niveau plus haut par rapport à ce haut-là, puis qu'on vient faire un pullback, je pense que ça va être un très beau long à prendre. Puis par exemple, avoir un long sur ce niveau-là, puis avoir notre stop loss en dessous du plus bas, pour aller targeter les liquidités jusqu'aux 2170$. Donc, c'est pour ça que je vous disais que l'Ethereum est un petit peu plus intéressant que le Bitcoin. Même si Bitcoin, je pense qu'il y a un beau setup de long à prendre en ce moment. Mais c'est sûr que là, comme je vous disais, il y avait d'autres confirmations qu'on pourrait aller chercher pour qu'on ait un meilleur RR. Mais on a aussi l'Ethereum qui est quand même pas si mal. Même si on passe en 1 heure, là, on peut bien le voir, dans le fond, le changement de structure qu'on aurait. Donc, en gros, on est baissier ici. Donc, on fait vraiment des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Puis là, ensuite de ça, ça serait bien qu'on vienne faire un haut plus haut que le précédent, avoir un pullback pour ensuite repartir à la hausse. Ce serait vraiment parfait, puis on aurait quand même un beau trade. Ça ferait un 4.37 heures environ si on vient long sur ces niveaux-là. Si on continue, on a aussi le Dogecoin qui est vraiment intéressant en daily, aussi en weekly. Donc, en gros, on peut voir qu'on est vraiment sur une très belle tendance haussière sur le Dogecoin. On fait des hauts qui sont toujours plus hauts. On peut voir ici. Donc, ça, c'est un bon signe. On fait toujours des bas qui sont plus bas. On peut voir comparé à ces bas-là. C'est sûr qu'ici, on est venu chercher de la liquidité, mais ça, c'est pas tant important. On peut surtout voir qu'avec les lignes, là, on peut bien voir la tendance haussière qu'on a en ce moment sur le Dogecoin. Donc, pour le moment, c'est vraiment très intéressant. Mais aussi, qu'est-ce qu'il faut noter, c'est que souvent, quand le Dogecoin pump, c'est souvent la fin du cycle. Donc, en gros, c'est que les liquidités, au début, se déversent dans Bitcoin. Donc, on a eu le pump de 25 000 à 38 000. Après ça, logiquement, il se déverse sur Ethereum, mais là, on a un petit peu moins de liquidité sur Ethereum. Je ne sais pas exactement pourquoi. Il n'y a pas tant de pump là, après le Bitcoin. Après ça, ça va dans les altcoins, donc dans les ICAP.
mid-cap. Puis, dans le fond, la dernière chose qu'on a, c'est les shitcoins. Donc, comme le Dogecoin, on a aussi du trading sur on-chain, donc des cryptos qui sont, par exemple, à 1 million de market cap. Donc, ça, c'est aussi, quand on voit ces cryptos-là qui pumpent beaucoup, c'est souvent la fin du cycle haussier pour le Bitcoin parce que la liquidité sort du Bitcoin et ça va dans les altcoins. Donc, ça fait que c'est plus difficile de soutenir le prix à des hauts niveaux. Donc, justement, sur le Dogecoin, on peut voir qu'on a vraiment une belle performance. Puis, ouais, j'ai peur un peu que ça soit, dans le fond, qu'on ait peut-être un pump qui va être vraiment gros là, sur le Dogecoin. Ça se peut très bien qu'on ait vraiment un beau pump, mais ça veut simplement dire aussi qu'on va être sur la fin du cycle, dans le fond, du cycle haussier sur le Bitcoin, puis qu'après ça, on va redescendre. Ça serait, en même temps, ça serait logique, revenir tester les 31 000 pour ensuite que la liquidité revienne dans Bitcoin, puis qu'après ça, qu'on puisse partir aux 40 000 même 48 000 même, on peut même aller aux 50 000 ça dépend toujours jusqu'où que, dans le fond, qu'on a assez d'acheteurs. Donc, justement, sur le Dogecoin, on peut voir qu'on était vraiment dans une tendance qui est baissière, mais qu'on peut voir qu'on a trouvé notre bottom. Donc, personnellement, c'est sûr que là, c'est du long terme, c'est du weekly. Mais en gros, c'est que quand on va venir casser ce niveau-là, je pense que c'est là que le Dogecoin, dans le fond, dans le prochain bull run, va vraiment être parabolique. Donc, comme qu'on a eu ici. Donc, en gros, on peut pas voir là ici, mais en gros, on avait une phase de pump en 2017. Après ça, on avait range jusqu'à ici. Puis ensuite, on avait cassé ce niveau-là. Je me souviens plus, il était où? Il était peut-être ici, là. Mais c'est pas tant important. C'est juste pour dire que quand on casse le niveau, dans le fond, de résistance qu'on a pendant tout le bear market, puis même la phase d'accumulation, ben, c'est souvent là que le Dogecoin devient vraiment parabolique. Donc, pourquoi pas que ce soit la même chose qui se passe sur le Dogecoin, puis que là, peut-être qu'on va avoir un pump jusqu'au 12 cents, ça peut très bien. Le Dogecoin, il faut jamais le sous-estimer parce qu'on a souvent de très belles performances du Dogecoin, surtout en fin de cycle, dans le fond, de la rotation des capitaux, comme je parlais de Bitcoin, Ethereum, altcoin, shitcoin. Donc, on peut très bien avoir un très beau pump sur le Dogecoin pendant que le Bitcoin fait pas grand-chose, qui reste au 36 000, entre les 36 000 et les 38 000 $. Donc, si jamais on voit vraiment un gros pump du Dogecoin, pour moi, ça va être un gros signe qu'on a fini notre tendance haussière sur le Bitcoin. Pour le moment, il est vraiment très haussier en daily, même en 3 jours, on peut bien le voir. Donc, je pense qu'on va continuer à monter tranquillement sur le Dogecoin. Je vais essayer d'avoir une position, je vais essayer de me prendre une position sur le Dogecoin, mais pour le moment, ça m'intéresse pas vraiment parce que, en gros, on est juste venu chercher les liquidités ici. Donc, si jamais, par exemple, on vient pump, puis on vient faire un pullback sur ce niveau-là, je pense que ça va être un niveau intéressant pour long. Dans le fond, ma target pour long, ce serait d'avoir un retest de la zone en 3 jours ici. Peut-être qu'on en a même une en daily. Donc, si je mets une petite note de demande, en daily, on n'a pas grand-chose en daily, mais ce serait plus en 3 jours que j'aimerais bien avoir, par exemple, un breakout, un retest de cette zone-là, pour ensuite repartir à la hausse tranquillement sur le Dogecoin. Mais comme je vous dis, si on a ça, ça va vraiment être le dernier trade aussi qu'on va pouvoir prendre. Après ça, je pense qu'on va avoir une belle baisse sur les altcoins. C'est sûr que peut-être qu'en ce moment, on est juste venu chercher les liquidités et qu'on repart à la baisse. C'est une autre possibilité. On peut voir qu'on a vu la même chose juste là. Donc, en gros, on était venu chercher les liquidités, puis après ça, on avait bien dump. Donc, ça va être vraiment surveillé. Mais pour le moment, le Dogecoin est vraiment très haussier. Donc, c'est un bon signe pour le Dogecoin, mais un mauvais signe, comme je l'ai expliqué, pour les cryptos en général. Aussi, je vous ai partagé hier sur Twitter, si on va juste là, dans le fond, le BGB, qui est vraiment très intéressant en ce moment. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a, c'est que le BGB est très très haussier depuis le début de l'année, puis ça fait vraiment longtemps que je regarde pour essayer de rentrer, dans le fond, en spot dessus. Dans le fond, c'est comme un trade que je fais, c'est juste que j'utilise pas de levier parce que c'est, dans le fond, c'est un trade qui est plus long terme. Donc, ça permet de ne pas payer de frais, dans le fond, avec les funding. Donc, c'est toujours une stratégie si, dans le fond, si vous voulez rentrer dans un trade qui est un peu plus long terme, si vous avez assez de capital pour juste rentrer en spot, c'est toujours mieux de faire ça parce que comme ça, vous ne payez pas de frais, surtout quand les fundings sont en positif. Donc, en gros, qu'est-ce que j'aimerais bien voir sur le BGB, c'est qu'en gros, on est venu faire un breakout du range qu'on avait. Ça fait quand même un bon bout, hein, ça fait depuis le 16 février 2023, donc ça fait quoi 9 ou 10 mois, donc ça fait un bon bout. On peut voir que le BGB est vraiment très haussier. Dans le fond, c'est le token de la plateforme BitGet. Donc, moi, qu'est-ce que j'aimerais bien voir, si on va voir avec les volumes, je pense qu'on a quand même pas mal de volume. On peut voir juste ici, on a pas mal de volume sur ce breakout-là, donc ça, c'est aussi quelque chose que je veux voir. Ça passe en daily, on peut voir qu'on a eu beaucoup de volume sur cette journée-là, puis qu'on a continué, dans le fond, notre belle tendance haussière. Donc, pour moi, qu'est-ce que je vois, c'est qu'en gros, on est sur un range, on vient de le breakout. Puis logiquement, on fait un pullback sur la résistance. Donc par exemple, on peut voir qu'ici on avait de la résistance. Là, on vient faire un breakout, un pullback. Donc logiquement, on devrait partir à la hausse. Bon là, ma target, j'ai mis les 3.618 de Fibo. Dans le fond, c'est l'extension du plus haut ici jusqu'au plus bas.
Je sais pas exactement si c'est vraiment valide, mais en gros, c'est que là, en ce moment, on est vraiment sur des ATH. Dans le fond, on n'est jamais venu sur ces niveaux-là. Donc, je sais pas exactement où que je vais TP, mais en gros, dès que je vois qu'on a, qu'on a un petit peu de faiblissement du cours, donc on monte moins vertical, par exemple. Donc, si jamais on part comme ça, puis que là, par exemple, je vois qu'ici, on commence à avoir de la misère sur les 2.61 de Fibo, ben, c'est clair que je vais commencer à prendre des profits, au moins 50% de la position, puis pour essayer d'avoir les 3.68. Mais si je vois qu'on a vraiment trop de faiblesse, je vais simplement le couper sur les niveaux de faiblesse. Ça dépend où qu'on va en avoir. On peut pas vraiment savoir, on n'a pas de niveau de résistance qu'on avait comme dans le passé. Par exemple, sur Bitcoin, on peut voir qu'on a des niveaux de résistance parce qu'on n'est pas à des ATH, mais sur le BGB, on peut pas vraiment savoir. Donc pour le moment, c'est ça, je suis rentré avec 100$ de position parce que, en gros, si on voit juste ici, là, dans le fond, c'est que moi, je pense que si jamais on revient en dessous de cette mèche-là, notre trade va être invalidé. Donc, je vais simplement couper la position à 10% de perte. Fait que ça ferait en gros, ça ferait 10$ de perte sur le 10K Challenge. Aussi, hier, en gros, j'ai essayé de trouver un niveau qui serait intéressant pour long sur le Chainlink parce qu'on a une belle correction. Là, si on prend du plus haut jusqu'au point qu'on est en ce moment, on a une correction de 20%. Mais c'est assez normal avec la hausse qu'on a faite. On a fait une hausse de... on a fait une hausse de 248%, donc c'est assez impressionnant. Donc si on peut juste enlever les volumes, ça va être un petit peu plus clair. Donc en gros, on était venu chercher la zone de supply weekly juste là. Maintenant, ça va rester à voir jusqu'où qu'on a notre correction. Mais en gros, j'avais une petite idée de où qu'on pourrait essayer de long sur le Chainlink. Personnellement, j'aimerais pas ça long sur ce niveau-là. Mais si on vient chercher la Fair Value Gap Weekly, il y a un niveau qui est très intéressant. Dans le fond, je suis vraiment allé en plus petit time frame. Puis on a vraiment un niveau qui est... que logiquement on devrait avoir pas mal d'acheteurs. Donc si on passe en 3 jours, je me souviens plus si j'avais mis un niveau, non j'avais rien mis en 3 jours, on peut juste voir qu'on a une Fair Value Gap 3 jours ici, donc ça rajoute un petit peu de confluence. Sinon sur le daily, on peut voir qu'on a une Fair Value Gap daily, donc on a dans le fond sur les niveaux des 12.08$, on a une Fair Value Gap weekly, on a une Fair Value Gap 3 jours, puis on a une Fair Value Gap daily. Donc ça c'est un très très bon signe pour logiquement partir à la hausse. On peut voir aussi qu'on a une petite zone de demande, dans le fond, qui est juste là. Donc, on pourrait dire que ça, c'est une zone de demande, mais en gros, on a notre grosse zone de demande que je pense que c'est... Est-ce que c'était 3 jours que j'avais mis? Ouais, c'est une zone de demande en 3 jours. Donc, en gros, j'aimerais ça long sur la zone de demande 3 jours. Ensuite de ça, en 12 heures. En 12 heures, en gros, on a de faire le gap weekly, daily et 3 jours. Mais moi, j'aimerais plutôt long vraiment sur la zone de demande 3 jours parce que je pense qu'on va venir la taper. Donc, en gros, après ça, en 4 heures, on peut voir qu'on a eu un beau retest de ce niveau-là. Puis en gros, moi, qu'est-ce que j'aime voir là, sur, vraiment pour essayer de trouver le bottom sur les retracements, c'est que, on peut voir ici, j'ai mis ce trade-là. Clairement, je ne vais pas avoir un stop loss aussi serré que ça. Mais en gros, c'est simplement pour montrer l'idée. En gros, qu'est-ce que je veux voir, c'est c'est un niveau de retracement qu'on n'est pas revenu toucher. Donc, par exemple, si on va en 1 heure, je vais juste expliquer un petit peu qu'est-ce que je veux dire. C'est qu'en gros, ici, quand on était venu breakout du niveau de demande 3 jours, donc on est toujours dans notre niveau de demande 3 jours. Mais en 1 heure, on peut voir que, en gros, si on regarde très bien, c'est que ici, on avait une zone de demande. Parce que ce mouvement descendant-là a venu causer le petit mouvement aussi qu'on a là. Donc, ça, on peut dire que ici, avec la bougie qu'on a faite ici, on est venu, dans le fond, retester le niveau de demande. Donc, on peut dire que ce niveau-là, il n'y a plus beaucoup d'acheteurs dans ce niveau-là parce qu'on est venu toutes les fils avec le petit dump qu'on a fait ici. Mais, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que si on prend la même chose avec cette bougie-là, donc cette bougie-là entière, on n'est pas venu retester ce niveau-là. Si par exemple on est revenu faire ça, puis qu'après ça on serait parti à la hausse, là ça serait différent, puis ce niveau-là ne serait pas aussi intéressant. Mais vu qu'on n'est pas venu le retester, puis même si on prend par exemple, on peut prendre toute la petite baisse qu'on a faite ici, si on va voir par exemple en 2 heures, on va peut-être mieux le voir. Donc si on va voir en 2 heures, là, on peut voir que dans le fond, ce serait ce niveau-là ici qu'on n'est jamais venu retester. Donc logiquement, on devrait avoir pas mal d'acheteurs sur ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans le fond un trade que je pourrais prendre, qui serait ici avec un stop loss en dessous de ce plus bas-là ou de ce plus bas-là. Je pense qu'en dessous de ce plus bas-là, ça fait plus de sens. Puis en gros, c'est que j'ai même réduit ma zone sur ce niveau-là parce que si on passe par exemple en 30 minutes, on va mieux le voir là. En gros, c'est que on a ce niveau-là qu'on n'est jamais venu retester, donc ce serait vraiment le niveau ultime qu'on on devrait avoir pas mal d'acheteurs sur ce niveau-là avant de repartir à la hausse. Donc c'est vraiment pour ça que dans le fond, ça serait ce niveau-là. Oups, je fais des conneries. Ok, fait que dans le fond, c'est pour ça que j'ai mis
ce niveau-là qu'on pourra avoir un beau rebond sur le Chainlink. C'est vraiment en utilisant les plus hauts time frames jusqu'au plus bas qu'on peut voir que ce niveau-là est assez intéressant. C'est sûr que je ne vais pas avoir un stop loss aussi serré que ça, mais en gros, ça donne l'idée que dans le fond, les 11,95$ devraient être un niveau intéressant pour long. Ensuite, si on passe sur l'order flow du Bitcoin et de l'Ethereum, en gros, sincèrement, on n'a pas grand-chose. On peut voir qu'on a l'open interest qui continue à diminuer. Sincèrement, pour qu'on ait vraiment une hausse, j'aimerais bien voir l'open interest qui monte puis que dans le fond les fundings descendent, mais c'est pas ça qu'on a. On a juste les fundings qui sont bon, on peut dire qu'ils sont corrects, sont pas trop hauts, sont pas trop bas. Mais vraiment, on n'a pas beaucoup d'indications pour voir si on va avoir un pump ou un dump sur l'order flow. Comme je vous disais, graphiquement, le Bitcoin est bien placé pour avoir un pump, mais il va falloir que l'order flow nous aide un peu et qu'on ait un petit peu de short pour aller essayer de les liquider. Même chose sur l'Ethereum. C'est sûr que j'aimerais bien voir un retour au-dessus des 1994$, mais pour l'instant, c'est pas vraiment ça qui se passe. On peut voir justement que les fundings qui sont, comme je vous disais, sont pas élevés, sont pas faibles, sont juste moyens, sont juste corrects. Donc c'est sûr que c'est bon parce qu'on peut voir qu'on est un petit peu plus haut là, sur les fundings dans les derniers jours. On peut voir qu'on était plus au 0,03 de funding. Donc ça, c'est pas un très bon signe quand on est sur ce niveau-là, mais là on peut voir que les fundings commencent à diminuer. Donc logiquement, ça veut dire qu'on a un petit peu de short, même si on peut voir que l'open interest qui n'est pas très élevé, donc c'est pas un bon signe vraiment en ce moment. Sur l'order flow, on n'a pas de signe qui nous montre qu'on pourrait partir à la hausse. Aussi, rapidement, c'est ça, on a encore notre niveau de liquidité au 34 000$, donc j'attendrai, si on n'a pas de setup ici, là, puis l'order flow il n'est pas très beau, je vais attendre qu'on vienne chercher les 34 000$ avant d'essayer de long le Bitcoin. Chose qui est un petit peu positif en ce moment sur ce niveau-là, donc dans le fond les 36 300, c'est que depuis les derniers mois, qu'est-ce qu'on a eu? C'est qu'on a eu, dans le fond, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que comme qu'on peut voir ici, là c'est sûr qu'on est passé un petit peu plus bas, mais c'est qu'on a beaucoup d'ordres d'achat qui se placent sur le prix, puis que souvent ça vient supporter le prix pour après ça partir à la hausse. Si on va voir, on peut voir que, voilà, je sais pas si ça va charger, mais ici, ouais, on peut le voir juste ici. Ici, on avait beaucoup d'ordres d'achat qui s'étaient placés en dessous du prix pour supporter le prix à la hausse. Dans le fond, ça fait peur à ceux qui veulent vendre parce qu'ils se disent « Ah, il y a donc bien d'ordres d'achat en dessous du prix, donc ça ne me donne rien de vendre s'il y a beaucoup de monde qui vont racheter. » Donc logiquement, le prix devrait monter. C'est ça qu'on a eu là, vraiment tout le temps. On peut voir que ici, les ordres d'achat, ils montaient tranquillement pour faire monter le prix tranquillement. Puis là, d'un coup, boum, ça a vraiment explosé. Donc, on peut voir qu'on est un petit peu sur le même scénario en ce moment. On a des ordres d'achat qui sont placés en dessous du prix. Donc, logiquement, ça devrait supporter le prix puis on devrait continuer à monter. Mais ça, c'est si on n'a pas des ordres de vente qui se placent dans le fond sur les 37 000. On en a un petit peu, on peut le voir juste ici. Donc, à voir si c'est pas juste dans le fond un fake puis qu'ils vont juste tout enlever leur ordre. Puis après ça, on va dump pour venir chercher les 34 000$. Puis eux autres, en même temps, ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent vont pouvoir se positionner tranquillement parce qu'ils vont avoir beaucoup de liquidation sur ce niveau-là. Donc, beaucoup de liquidité pour eux autres pouvoir racheter. Donc c'est toujours ça. Quand que les gens se font rect, ceux-là qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent racheter tranquillement parce qu'ils ont beaucoup de liquidité. Il y a beaucoup de liquidité sur ce niveau-là. Donc ils n'ont pas de CPG et tout. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. On est quasiment rendu à 700 followers sur Twitter. Donc c'est quand même assez impressionnant. On a commencé l'année à genre 200 followers. Donc merci à tout le monde qui s'abonne. Sinon, je vous dis une bonne journée. On se voit pour une prochaine vidéo. Bye!